La France vient de décider du sort de François Compaoré. La justice a autorisé son extradition vers le Burkina Faso où il est mis en cause dans une enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998. En République démocratique du Congo, un nouveau foyer d'Ebola a été signalé dans la région de Béni, dans l'est du pays, déjà touché par une épidémie de cette fièvre hémorragique. On en parle dans cette édition. Et puis le Burundi a lancé un mandat d'arrêt international contre l'ex-président Pierre Buyoya et 16 anciens hauts responsables pour leur rôle présumé dans l'assassinat en 1993 du président Melchior Ndadaye. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. La France vient de décider du sort de François Compaoré, frère cadet de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré. La justice française a en effet autorisé son extradition vers le Burkina Faso, où il est mis en cause dans une enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998. Des précisions à travers cet élément. La Cour d'appel de Paris a donné son feu vert à l'extradition de François Compaoré, à laquelle le parquet général s'était déclaré favorable. Sa décision est encore susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Pour être effective, l'extradition doit également faire l'objet d'un décret gouvernemental. Le frère de l'ancien président déchu Blaise Compaoré est épinglé dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, survenu en 1998. Une nouvelle articulation qui survient plus d'un an après l'arrestation à Paris de François Compaoré. Pour mémoire, alors qu'il enquêtait à l'époque sur la mort de David Ouedraogo, chauffeur de François Compaoré, Norbert Zongo et 3 personnes qui l'accompagnaient avaient été retrouvés morts, calcinés dans leur véhicule le 13 décembre 1998 à Sapoui, dans le sud du Burkina Faso. François Compaoré s'est enfui au Burkina Faso lors de l'insurrection populaire en 2014. Il s'était alors réfugié en Côte d'Ivoire et avait obtenu la nationalité ivoirienne. Il a été arrêté dans un aéroport parisien en octobre 2017 sur la base d'un mandat d'arrêt émis le 5 mai 2017 par les autorités de Ouagadougou. En décembre 2015, 3 ex-soldats du régiment de sécurité présidentielle ont été inculpés dans l'enquête sur la mort de Zongo et de ses compagnons. Initialement prévue en juin, la décision sur l'extradition avait dû être reportée dans l'attente de la transmission de nouvelles pièces. La Cour avait réclamé au Burkina Faso des éléments matériels précis. En République démocratique du Congo, un nouveau foyer d'Ebola a été signalé dans la région de Béni, dans l'est du pays, déjà touché par une épidémie de cette fièvre hémorragique. Selon le dernier bulletin du ministère congolais de la Santé, diffusé ce mercredi, la maladie a déjà fait 268 morts. Reportage. Le bulletin journalier du ministère congolais de la Santé, en date de ce mardi, a indiqué qu'un nouveau foyer de cas d'Ebola a été rapporté dans un village de la zone de santé de Komanda, situé à environ 100 km au nord de Béni. 8 nouveaux décès de cas confirmés ont été enregistrés, dont 3 à Komanda, faisant passer le nombre total des morts de 260 à 268 en un jour. Ce foyer de Komanda est lié à un cas confirmé décédé au centre de traitement d'Ebola de Béni la semaine dernière. À en croire le ministère de la Santé, une équipe de vaccination a été dépêchée dans cette localité et a commencé la vaccination de la famille et des ménages voisins dès lundi dernier. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 1er août, le cumul des cas est de 453, dont 405 confirmés et 48 probables selon le nouveau bilan officiel. La République démocratique du Congo est touchée pour la 10e fois depuis 1976 par une épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit dans les provinces troublées du Nord Kivu dans l'Est et de l'Ituri dans le Nord-Est. Le mouvement Journée Togo-Mort, lancé par l'opposition togolaise pour dénoncer le processus électoral avant les législatives controversées du 20 décembre prochain, a été peu suivi dans les rues de Lomé. Quelques boutiques ont fermé leurs portes, mais la plupart des activités économiques ont suivi leur cours. Les images. L'appel de la principale coalition de l'opposition au Togo pour dénoncer le processus électoral avant les législatives ne semble pas porter ses fruits.
Dans deux grands marchés de Lomé, presque tous les magasins étaient ouverts et animés. Les banques étaient également ouvertes en ville, de même que les bureaux de l'administration publique. À Descamps, dans le centre-ville, les vendeurs de téléphones portables et autres commerçants travaillaient comme à leur habitude. De quoi remettre en cause l'ampleur du mouvement Journée Togo Mort à Lomé, la capitale togolaise. Mais le truc de politique là, ils sont en train de nous tuer. Chaque fois Togo mort, mais on ne trouve pas de solution. Comme le pays aussi, il n'y a pas de vivre et autres, tu es obligé de sortir pour trouver quelque chose pour ta famille aussi. La campagne électorale a démarré timidement mardi, alors que les 14 partis formant la coalition qui ont décidé de ne pas présenter de liste accusent le pouvoir d'irrégularité dans l'organisation du scrutin. La coalition de l'opposition exige notamment la recomposition du bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI et la reprise de toutes les activités déjà menées par cette institution, faute de quoi elle boycottera les législatives. En tout, 850 candidats issus de 130 listes de 12 partis politiques ou indépendantes participent à ce scrutin. Notons que le Togo traverse une grave crise politique depuis plus d'1 an, avec des manifestations massives pour réclamer la démission du président Faure Gnassingbé. Restons au Togo où le parti au pouvoir, Union pour la République, affûte ses armes pour les élections législatives prévues le 20 décembre prochain. Une formation a été organisée à Lomé à l'intention des candidates et candidats du parti devant prendre part à cette élection. Le reportage est signé Ferdinand Gadé. Législative 2018, enjeux et défis. C'est autour de ce thème que les responsables du parti au pouvoir au Togo, Unis pour la République UNIR, ont rassemblé leurs militantes et militants afin de les former pour la victoire du parti au scrutin législatif du 20 décembre prochain. Militantes et militants, mesdames et messieurs, ce séminaire est l'occasion idéale pour tous les candidates et candidats de se découvrir, de se connaître, de se mettre en ordre de bataille et de communier ensemble afin de se préparer pour mieux affronter les échéances électorales à venir. L'objectif, comme vous le savez, est d'assurer une victoire éclatante à notre parti. Ils sont plus d'une centaine de candidats à prendre part à cette séance de formation politique présidée par le Premier ministre. Nous sommes dans la période électorale et les candidats retenus par le parti pour compétir doivent se retrouver pour recevoir les directives du parti en termes de comportement, attitude, et comment la campagne va se dérouler. C'est ma première participation et je suis très heureuse de représenter le parti, notre grand parti, le parti UNIR, à ces échéances électorales. UNIR affûte ses armes pour la victoire. Le parti au pouvoir au Togo n'entend pas perdre de temps pour ces élections lorsque les marches de la coalition des 14 partis de l'opposition continuent dans les rues demandant le report de ces élections. Le Burundi a lancé un mandat d'arrêt international contre l'ex-président Pierre Buyoya et 16 anciens hauts responsables pour leur rôle présumé dans l'assassinat en 1993 de Melchior Ndadaye, premier président hutu démocratiquement élu du pays. Mais l'ancien chef de l'État burundais a affirmé depuis Bamako au Mali qu'il ne craint pas d'être extradé. Reportage. Le procureur général burundais a estimé qu'il est impérieux que les mises en cause dont l'ancien président Pierre Buyoya soient interrogés sur le rôle qu'ils auraient joué dans ce crime et demandé que les pays qui les hébergent puissent les arrêter et les extrader au Burundi afin qu'ils s'expliquent sur les faits qui leur sont reprochés. Pierre Buyoya est l'actuel représentant de l'Union africaine au Mali et l'une des personnalités africaines estimées et écoutées dans les forums internationaux. Le major Buyoya, un Tutsi, avait été porté au pouvoir par l'armée en 1987. Il avait cédé sa place à Melchior Ndadaye, un Hutu, élu démocratiquement en juillet 1993. Il était ensuite revenu au pouvoir entre 1996 et 2003. L'émission de mandat d'arrêt à son encontre intervient une semaine après l'arrestation à Bujumbura de 4 hauts gradés Tutsis de l'armée à la retraite, accusés d'être parmi les auteurs de l'assassinat de Ndadaye.
Cet assassinat avait été à l'origine d'une guerre civile entre 1993 et 2006 qui a fait plus de 300 000 morts et opposé l'armée, alors dominée par la minorité Tutsi, à des mouvements rebelles Hutus. C'est une manœuvre qui enterre l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. C'est une manœuvre qui ferme la porte à la réconciliation et qui nous ramène tout droit dans le conflit ethnique du passé. Alors, moi, je lance un appel aux autorités de mon pays d'abandonner une approche comme celle-là. Le nom de Pierre Buyoya avait déjà été cité par certains en lien avec cet assassinat, mais sans que l'ombre d'une preuve soit jamais apportée. En Afrique du Sud, le Parlement a examiné les conclusions de la commission de révision constitutionnelle qui a mené des auditions dans le pays. L'objectif était de déterminer s'il fallait ou non autoriser l'expropriation des terres sans compensation. L'ANC a eu 25 ans pour s'attaquer au problème de la réforme de la propriété et ils ont lamentablement échoué. Ce qu'ils ont accompli pourrait remplir le fond d'un dé à coudre. La Cour des revendications territoriales a été gravement négligée et a manqué de ressources pendant plus de 17 ans, période au cours de laquelle elle n'a eu au mieux que 4 juges et aucun juge président permanent. L'Alliance démocratique s'oppose à un amendement arbitraire de la Constitution. Nous souscrivons à la propriété totale des terres par l'État, qu'il s'agisse de religion, de direction traditionnelle, de commerce, d'école ou de résidence. Nous devons tous résider sur des terres appartenant à l'État. Nous avons pris une résolution de transformation économique radicale et c'est le début de cette transformation parce que les gens avaient l'impression que, bien que nos politiques soient en place, nous ne les appliquions pas correctement. C'est pourquoi la question de la terre a été soulevée et beaucoup d'autres le seront pour ce qui est de donner aux gens une véritable liberté, pas seulement la liberté politique, mais aussi la liberté économique. Coup de filet de la police nationale au Niger. En fin de semaine dernière, la brigade de recherche de la police judiciaire a démantelé 2 réseaux de malfrats qui troublent le sommeil des populations de Niamey. Leur mode opératoire, vol par effraction avec assassinat pour le second groupe, tandis que le premier groupe s'en prend aux conducteurs de taxi de nuit. Voici les explications du porte-parole de la police. La direction de la police judiciaire, à travers la brigade de recherche et d'investigation, a fini par mettre la main sur 2 groupes de malfrats. Le premier groupe est composé de 4 individus et le second est composé de 2 personnes. Concernant le premier groupe, retenez que le 26 septembre 2018, le réseau a été mis en place. Ils ont fait une première opération juste à côté de Rimbo, aux environs de 22 heures. Ils ont arrêté un taximan pour qu'il puisse les acheminer au niveau du quartier Sonissi. Chemin faisant, le premier malfrat qui est assis juste à côté du taximan l'avait poignardé au niveau du cou avec une barre de fer pointu. Et le second malfrat qui est juste derrière le taximan l'avait étranglé avec un fil. Malheureusement, le taximan a succombé à ses blessures. Concernant le deuxième groupe, il est composé de 2 individus. Le premier en question s'est introduit dans un domicile au niveau du quartier Bassoura. Donc le chef de famille s'est réveillé. Donc au cours d'une bagarre, le malfrat a fini par poignarder ce chef de famille qui aussi a succombé à sa blessure. Nous profitons de vos micros pour lancer un vibrant appel à l'ensemble de la population nigérienne de faire preuve de beaucoup plus de vigilance et nous demandons aussi la collaboration
de cette dernière pour que nous puissions mener à bien notre mission qui est celle d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.